L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Hugues Gonneau, Louis-Philippe Paré? Non, Dubé, excuse-moi. Oui. Salut Isabelle, c'est un petit gag pour Isabelle. Alors cette semaine, évidemment, on va parler de toi qui as fait les manchettes avec un camion un peu angulaire. Hein? Oui, carrément. Carrément, le Cybertruck. Hugues, tu vas nous parler d'une voiture dont tout le monde a oublié l'existence, Absolument. mais qui a été quand même très importante pour l'évolution de la marque Tout à Audi. D'abord, on va commencer avec quelques actualités, à commencer par Tesla qui a dévoilé le Cybercab. Oui, le robot taxi, en fait, qu'on appelait jusqu'ici chez Tesla. On promettait ça, c'est le projet qui a remplacé la Tesla abordable. Je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y avait une Tesla à 25 000. Bah, ça, c'est jamais arrivé, mais le robot taxi, c'est la... Il n'y a même pas un Hyundai Venue à 25 000. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que bon. Hier, il y a eu un événement Tesla qui s'est déroulé en ligne avec tout le panache qu'on s'attend d'Elon Musk qui arrive, il se fait applaudir et puis à chaque mot qui sort de sa bouche, tout le monde fait « Ouh! Wow! Ah! » Puis là, ça applaudit. Puis on a dévoilé un petit... Ce qu'il y a là, il est cute, le robot taxi. Là, je pensais que tu allais dire non. Je suis comme, oups. Non, c'est pas mon genre. Il a l'air d'un petit coupé. Une affaire qu'on n'aimera pas ici, par exemple, c'est qu'il y a l'absence de pédale et l'absence de volant. Donc, c'est un peu agaçant. Oui. C'est un véhicule... En même temps, c'est un peu le but du truc. Quoi. Ah ouais, c'est ça. L'événement s'appelait We Robot. Je pense qu'on fait allusion à iRobot, le film avec Will Smith de 2004, où les robots anéantissent la planète. On a également dévoilé un transporteur qui a l'air d'un grille-pain, en fait, pour 20 personnes. Si vous voyez là, sur l'Internet ou sur le site du Guide de l'auto, vous allez voir les images de cet événement-là. En fait, c'est une espèce de showcase, si on veut, on peut se permettre l'expression, de la robotisation chez Tesla. Puis Elon Musk a bien dit durant l'événement qu'une voiture, c'est un robot avec 4 roues, c'est pas une voiture. Donc, voilà, on s'en va sur le niveau de passion automobile. Voilà. Oui, exactement. Donc, vous pouvez voir ça sur le guide de l'auto. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a pas d'impression de conduite. On ne conduira jamais ce véhicule-là. On va se laisser conduire, tu peut-être. Fais quoi en tant que chroniqueur automobile quand tu essayes un véhicule que tu ne conduis pas? Tu t'écris un texte sur un autre char pendant que je conduis. Regarde, je monétiserais mon temps. Aujourd'hui, tu parles d'abord de l'écran, tu parles d'abord de la connectivité, de l'Internet, tu regarder des films. Le confort et un peu ça. Ça existe déjà, les robots taxis, il faut le rappeler, là, avec Waymo, puis les voitures qu'on a vues. Ça explique pourquoi Hugues Gonneau ne fait plus de review automobile. Absolument. Voilà. Donc, ça existe déjà, on en voit en Californie, en Arizona, etc. Mais là, je pense qu'avec Tesla, le robot taxi veut que les gens soient propriétaires. C'est pas des taxis comme coop, là, c'est les gens, tu n'achètes un, et puis, selon Tesla ou selon Elon Musk, on dit que ça va être disponible en 2026, donc 2029-2030, et à 25 000 donc 60 000 C'est ça, exactement. Donc, on est rendu là. Puis, il y a eu la RoboVan, j'en ai parlé. Aussi, on a brièvement fait allusion aux robots Optimus de Tesla qui sont arrivés en groupe, les robots suivis du staff là, de Tesla durant la fin de la présentation. Et on disait, ces robots-là vont pouvoir éventuellement garder vos enfants, vous faire à manger, puis même prendre un verre avec vous au bar. Donc, et puis, écoutez absolument tout ce que vous dites dans la maison, storez ça pour ensuite revendre les données à d'autres. Le futur de Tesla. Fait que on parlera pas du Cybertruck tout de suite, on va en parler tantôt en essai, mais ça, c'est un véhicule robots vont avoir les valeurs fondamentales d'Elon ou est-ce que ça va fonctionner avec du work in progress selon les familles? Écoute, moi, je ne sais pas. Mais ça, sérieusement. Je vous rappelle qu'on est au guide de l'auto, pour ceux qui ne le savent pas. Mais je me demande, si un robot Optimus conduit une Tesla Model 3, est-ce que c'est de la conduite autonome ou pas? Est-ce qu'il a été programmé pour ça? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il va se fier à profiter de tous les gadgets et la technologie? Mais pourquoi je m'ennuie soudainement de parler de Dodge Challenger? Pour revenir au robotaxi, il y a 2-3 bricoles quand même qui me fatiguent un peu sur le robotaxi. Premièrement, c'est un coupé sport.
franchement, pour faire un taxi, j'aurais fait plus un truc un peu plus utilitaire. J'aurais mis une forme plus utilitaire. C'est un stunt. C'est ça, mais bon, encore une fois, forme et fonction chez Tesla, c'est parfois très compliqué à associer. Deuxièmement, il y a l'obstination d'Elon Musk à ne pas utiliser de LiDAR sur ses systèmes de conduite autonome. Et jusqu'à maintenant, je pense que un robot-taxi, ça va être essentiellement en ville. Je pense que sans LiDAR, ça va être très très problématique. Et Elon Musk a décrété que ça ne marchait pas avec des LiDAR. Donc maintenant, il faut que Tesla fasse sans LiDAR. Et est-ce qu'on sait ce qui le pousse à vouloir mettre ça de côté? Ils disent que c'est le coût de la technologie qui est dispendieuse, mais aussi les caméras. On pense chez Tesla qui sont très efficaces, mais il y a des rappels là, en ce moment sur le Cybertalk, justement un rappel sur les caméras qui vient d'arriver. Donc, c'est pas sans faille. Le LiDAR devrait venir appuyer les caméras. Spécialement dans des environnements urbains. Sur route ouverte, sur autoroute, je pense assez raisonnablement qu'on peut faire de quoi avec les caméras, mais avoir la profondeur de champ et vraiment une analyse précise de ce qui se passe dans tes analyses de distance, parce qu'en fait, c'est ça que le LiDAR te donne. En ville, et surtout quand les caméras sont pleines de glace. En ville, c'est crucial. En hiver. Donc, au Québec. Un robot-taxi sans LiDAR qui va majoritairement rouler en ville, je dis pas que ça marchera pas, j'en sais rien. Je me pose la question. Ouais, c'est ça. Autrement dit, il veut peut-être prouver que sa technologie est plus fiable et plus poussée que ce qui se retrouve ailleurs. J'ai l'impression de quelqu'un qui veut à tout prix se gonfler le torse puis montrer qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre. Là. Mais je pense effectivement qu'une combinaison de technologies, ça pourrait donner quelque chose. Quand on voit que les Waymo à San Francisco, eux utilisent les technologies de LiDAR et de caméra. Ils ont déjà des problèmes quand même réguliers. On en a parlé. Il fallait s'y attendre aussi. Non, mais c'est normal. Ça fait partie de l'évolution technologique. Mais tu te dis, voilà... Je sais pas si vous avez vu quand le stationnement de véhicules Waymo, ils vont tous se stationner à la fin de la journée et puis ils se klaxonnent entre eux autres parce que c'est la réaction du véhicule. Quand il y a un autre véhicule trop près, ils klaxonnent seul de manière autonome. Mais là, ils vont tous dans le même parking et ils se klaxonnaient entre eux autres. T'imagines habiter à côté de ça? Waymo, c'est ça, c'est les résidents autour qui disaient, écoute, il va falloir qu'ils arrêtent de se klaxonner, c'est des robots. Là, finalement, Waymo a remédié à la situation, mais quelqu'un qui arrive dans cette géographie-là, ils n'ont pas besoin de se klaxonner parce qu'il arrivera ce qui arrivera. Mais quand même, assez comique là, dans l'automatisation. Imagines-tu si c'était un party de Tesla Model X avec les portes qui battent au vent pour dire bonjour? et les robots Optimus qui dansent. C'est ça, c'est complètement fou. L'avenir donne vraiment envie. Revenons sur Terre, tout le monde. On a dévoilé les prix du Taos chez Volkswagen qui a été mis à jour, que tu as pu voir. J'ai pas mis à l'essai, je l'ai juste regardé. De toute façon, c'est un peu la même chose que l'année passée. Fait que, quelques modifications esthétiques. Le Taos s'inspire un petit peu plus de ses grands frères Atlas, etc. Il y a eu des modifications à l'intérieur. L'écran a été changé. Les commandes qu'on critiquait ont été changées, etc. On a fait certaines améliorations. On a augmenté la puissance également. Je pense que c'est 174 chevaux versus 156 ou 158, c'était avant. Vous m'envoyez excité. Et on a... Calme ta joie. Et on a renvoyé la transmission à double embrayage et cet rapport au rencard. Et on va utiliser pour les variantes à rouage intégral, la transmission qu'on utilise avec les modèles à roue motrice avant, la 8 rapports bien normale. Ce qui est quand même quelque chose qui était critiqué, là, la double embrayage pour un petit moteur comme ça dans le Taos. Parce qu'il y a aussi un coût d'entretien, puis il y a un coût associé au bris d'une transmission comme celui-là qui n'a pas de sens. C'est des bonnes boîtes, c'est juste pas dans ces applications. C'est une transmission qui est faite pour performer, mais qui... impacte négativement le rendement énergétique aussi, parce qu'une transmission CVT ou une transmission traditionnelle va toujours offrir un meilleur rendement énergétique qu'une transmission double embrayage qui fonctionne essentiellement comme une manuelle. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que le rendement énergétique n'est pas là, puis c'est pour ça qu'on va tendre à les voir disparaître de plus en plus. Ce sont des transmissions bien efficaces, conçues pour la performance. Chez certains constructeurs, le rendement est moins intéressant que d'autres. Hyundai.
Mais sinon, je pense que cette décision-là était la bonne. C'était écouter un peu les propriétaires aussi, là, de dire qu'il y avait des problèmes d'hésitation, etc. C'était pas une transmission qui était adaptée au mode de vie de ces acheteurs-là. Fait que c'est combien? C'est combien? on parlait du prix. 29 795 $ pour le modèle Trendline. On augmente de 2 400 $ par rapport au modèle 2024. Donc, quand même, une bonne augmentation. Mais as-tu remarqué un truc? Tous les VUS sous-compacts de ce créneau-là, on peut pas appeler ça des sous-compacts, là, mais non, ça s'inscrit encore dans ce créneau-là. On va les mettre toutes compacts. Le modèle d'entrée de gamme est toujours 25 $ en bas du 30 000. Mm-hmm. Alors, le nouveau Kicks, c'est la même chose. La Crosstrek, c'est la même chose. Le HRV... Comme la barrière psychologique. Tu sais, oui, c'est ça. Puis rajoute les frais de transport, t'es à 31,9 ou bon, etc., etc. Ouais. Fait que on a décidé de mettre une ligne sous la barre des 30 000 en se disant, de toute façon, on n'en vendra pas. Celui qu'on va vendre, il va coûter 36. C'est essentiellement ça le message. Ouais. Bon, on a aussi dévoilé cette semaine, et ça, j'ai ri pas mal, le prix de la fourgonnette économique de Chrysler, qui est la Chrysler Grand Caravan. Elle est encore là. Qui est encore là, qui n'a pas été optimisée, qui a encore le look de la Pacifica 2016, alors que les Pacifica ont été modernisés il y a déjà nombre d'années. Là. On ne parle pas d'un véhicule récent. Là. Je vous rappelle que ça a été dévoilé en 2015, ce véhicule-là, et qu'on parle d'une année modèle 2025. Fait que on a l'impression que c'est la nouvelle fourgonnette Chrysler parce que la Caravane est restée là pendant très, très longtemps, de 2008 à 2020, grosso modo. Là. Mais c'est quand même un véhicule qui a 10 ans d'âge de conception, de commercialisation, je devrais dire, parce qu'on a commencé à la concevoir bien avant ça. Ouais. Et là, on nous présente cette fourgonnette mise à jour avec un petit peu plus d'équipement. Oui. Pour un prix économique de 49 995. Attends un peu, là. C'est 10 000 $ de plus qu'une Kia Carnival de base. Ouais, puis... Et où l'économie? Puis attends, là... Tu peux avoir une Sienna aussi dans le même zone de prix avec le moteur hybride. Là, non, mais le mot les payer, là, c'est pas comme si tu me lançais un nouveau modèle. Ouais. Et où l'aubaine, là? Ils ont lancé un communiqué là-dessus. Tu sais, c'est spécifiquement, puis on va en parler la semaine prochaine, les gars, là, parce que, évidemment, toi, tu es allé faire l'essai de la Kia Carnival hybride. Moi, j'ai fait l'achat d'une fourgonnette Carnival en 2022, alors que je pensais initialement aller chercher une Pacifica ou une Grande Caravane. Quand j'ai regardé les prix chez Chrysler, j'ai fait, mais ils sont complètement fous. Alors, je me suis tourné du côté de chez Kia, et là, je suis sur le point de tourner 100 000 km. Et j'ai vraiment... Tu vas nous faire un compte-rendu 100 000 km. Je vais faire un compte-rendu la semaine prochaine au moment où tu vas nous parler de la version hybride, mais je peux vous dire que je ne regrette absolument pas mon choix et que d'allonger 50 000 $ plus les frais de transport préparation pour une Grand Caravane qui a 10 ans de conception avec un Pentastar. Avec un moteur 18, c'est même plus le mot à utiliser. Je la comprends pas. Du côté de chez Honda, et on va parler de Honda un peu plus tard pour d'autres raisons dans l'émission, ben là, il y a un rappel massif sur la Civic. Oui. Donc, ça concerne beaucoup d'automobilistes. Oui. 239 000 Civic. En fait, il y a plusieurs véhicules là, qui sont rappelés, mais 239 000 véhicules au total. C'est la direction. En fait, les composantes du boîtier de direction, la crémaillère, la vis sans fin qui a été mal assemblée. Puis, avec le temps, avec les changements de température, ça a tendance à saisir un petit peu plus et on revient au feeling de volant, de chronique rétro, non assisté. Je vais pas dire peut-être jusque-là, mais quand même, on donne un petit peu de fil à retordre aux propriétaires. Donc, on parle Civic Arion 2022-2025, Civic Type R 2023-2025, CRV 2023-2025, HRV, même date, Acura Integra type S 2024-2025. Donc, c'est un melting pot, la même composante. À plusieurs endroits? Je pense que, mettons, Integra, Type S, peut-être que la seule différence, c'est un logiciel qui est différent mais je pense que probablement que les mêmes spécifications ont été utilisées pour ça. Donc, c'est un rappel qui
qui est quelque chose à faire, pas de sécurité, mais qui peut déranger, surtout en hiver, là, être obligé de donner plus de travail. Et est-ce que ça concerne des Civic 2025 aussi, ou est-ce qu'on s'arrête à 2024? On s'arrête à... Non, c'est 2025. C'est 2025, fait que c'est les récents modèles. OK, parfait. 2025, Voiture que j'ai bien aimée, la Civic hybride, en passant, là, c'est... Puis, et c'est drôle parce que j'ai parlé avec des gens de chez Honda aux États-Unis. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que... Actuellement, on vend autant, sinon plus, d'hatchback que de berline avec la Civic aux États-Unis. Aux États-Unis. Et moi, j'étais extrêmement étonné de ça. Même au Canada, on avait de la misère à le croire. Mais on pousse beaucoup la Civic hatchback aux États-Unis parce qu'elle est fabriquée aux États-Unis et parce que, évidemment, là, on multiplie les versions avec les motorisations hybrides. Donc, il y a un vent de fraîcheur vis-à-vis de ce modèle-là. Par rapport à la berline qui est fabriquée au Canada, évidemment qu'aux États-Unis, on achète encore beaucoup de berlines, mais on vend encore beaucoup d'accords aux États-Unis. Et il y a un croisement de consommateurs entre la Civic et l'accord berline, ce qui n'existe pas par rapport à la Civic hatchback. Ici, c'est évidemment complètement différent parce que la Civic hatchback, on l'aime beaucoup, mais elle coûte un peu plus cher parce qu'elle est fabriquée aux États-Unis, qu'il faut l'importer ici, alors que la Civic berline est faite au Canada. Donc, on pousse peut-être un peu plus la Civic berline. Puis moi, j'ai levé la main en disant, mais pourquoi vous ne faites pas de Civic SI hatchback? Évidemment qu'on sait que le temps d'une Civic SI avec une boîte manuelle est compté. C'est révolu. Il n'y en aura pas pour encore très longtemps, mais c'est un modèle qui se vend encore relativement bien, considérant qu'il n'y a pas de boîte automatique ou CVT ou double embrayage de disponible. Ça paraît bien pour aller rechercher des clients. Là, mais tu sais, je me dis, une Civic SI hatchback, ça serait la rivale parfaite de la GTI. Alors que là, tu as une Civic berline, c'est une clientèle plus traditionnelle. Tu sais, on n'ose pas. Puis la réponse a été, oui, mais on ne veut pas cannibaliser les ventes de la berline. C'est pas clair. D'autant plus que si tu y penses comme du monde, là, ils en font une Civic hatchback aux États-Unis, ça s'appelle une Acura Integra. Tu sais, une Acura Integra, c'est une Civic SI hatchback à 200 chevaux, avec la même motorisation que la Civic SI, dans une carrosserie Acura. Puis la Civic hatchback SI, ou du moins son équivalent, existe du côté du marché japonais. On la vend là-bas sous le nom de Civic RS. Et on fait ça parce qu'il n'y a plus de berline Civic sur le marché asiatique. On a éliminé ça pour ne vendre que du hatchback parce que les berlines sont de moins en moins populaires. Donc on est comme... à la traîne un peu, puis je trouve que la décision serait tout simplement plus logique que d'amener la Civic SI hatchback, d'autant plus qu'elle existe, cette voiture-là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec la SI, parce que pour le moment, on a modernisé pour 2025 que la berline, qui est toujours disponible qu'avec la boîte manuelle, et pas de plan pour une transmission double embrayage ou même une CVT, qui, je pense, aurait sa place aujourd'hui en 2025. Écoute, la WRX est disponible avec une CVT depuis quelques années, là, puis il y a des gens qui en achètent. Alors, c'est près de 40% des ventes de WRX qui se font avec des CVT. Donc, viens pas me faire croire que ça pourrait pas se vendre dans une Civic SI. Il y a des gens qui crieraient, là, qui diraient, bon, on dénature une Civic SI, mais en même temps, ce que tu veux, c'est en vendre. C'est ça. Puis il y a bien des gens qui ne l'achèteront pas parce qu'elle est juste disponible en manuel. En manuel, donc, d'avoir une offre complémentaire. Puis c'est pas parce que ça se peut pas, parce qu'encore une fois, l'Integra avec la même motorisation est disponible avec une CVT. Non, de toute façon, c'est juste un jeu de mécanique. Ah non, ça coûtera pas plus cher. C'est une question de volonté pure et dure. Mais en attendant, pour ceux qui en ont acheté tout récemment, il y a un rappel sur le boîtier de direction. Le guide de l'auto. Hugues, cette semaine, tu nous parles du chien dans Garfield, c'est-à-dire de Audi. Oh! Hein? N'est-ce pas? Oh là là! OK. Bon, tu nous parles, en fait, d'une Audi dont tout le monde a oublié l'existence. C'est l'Audi V8 qui avait été lancé au début des années 90 sur notre marché, mais une voiture qui a amené Audi à un niveau supérieur parce que je dirais qu'Audi s'est émancipé beaucoup dans les années 80. Là. Initialement, c'était ça. Là. Effectivement. Avec 30 ans de carrière et 4 générations, l'Audi A8 est un modèle reconnu dans le segment du haut de gamme à travers le monde. Mais avant la A8, il y a eu la V8, première tentative de la marque pour concurrencer les classes S, série 7 et autres Jaguar XJ.
pour s'imposer face à des valeurs sûres, il fallait bien commencer quelque part. On en était où dans les années 80 chez Audi? Parce que fallait se battre contre Mercedes, contre BMW, qui était déjà établi plus fortement. Effectivement. Alors, la marque progresse régulièrement. À ce moment-là, elle a réussi à se débarrasser de son image de marque un petit peu poussiéreuse des années 70, en proposant des produits modernes et en se démarquant avec le système Quattro. Ouais. Pour les dirigeants d'Audi, il était temps de monter en gamme. La première incursion d'Audi dans le segment haut de gamme date de 79, avec la présentation de la 200, basée sur la 100, respectivement les Audi 5000T et 5000S en Amérique du Nord. Ouais. Le lancement de la troisième génération d'Audi 100 au Salon de Paris en octobre 82 a été un succès pour la marque. Ben oui. L'auto a été renommée Audi 5000 chez nous et introduit au millésime 84. Grâce à une aérodynamique poussée, une construction de qualité et la disponibilité de la transmission intégrale Quattro, la 100 devient enfin une alternative sérieuse au BM Série 5 et Mercedes 200 et 300, pas encore rebaptisée classe E. Elle recevra d'ailleurs le titre de voiture européenne de l'année en 83. Et quand est-ce qu'on décide de développer une voiture qui serait encore plus luxueuse que la 5000 qui faisait déjà fureur chez nous? Eh bien, ça commence en 83. Contrairement à Toyota et sa Lexus LS 400 présentée quelques mois après la V8, Audi a eu un budget limité pour le développement de son vaisseau amiral. C'est pourquoi sa plateforme est dérivée de celle des 100 et 200. Ouais. L'empattement est très légèrement allongé et ce sont surtout les faciès avant et arrière qui sont redessinés, alors que les ailes sont élargies. Les lignes sont signées de l'Autrichien Erwin Leo Himmel, qui travaillera chez Audi de 1982 à 1994. La carrosserie est entièrement galvanisée, ce qui permet d'offrir une résistance à la corrosion de haut niveau. Mais Audi préfère avant tout investir dans la technologie, illustrant bien le slogan de la marque, Vorsprung durch Technik. Je m'excuse pour les amateurs, pour les almanophiles. Ça 5 fois rapidement, s'il te plaît. Non. Et à ce niveau-là, beaucoup est à faire avec un mot d'ordre, réutiliser un maximum de pièces existantes. Bon, évidemment, on l'appelle Audi V8, donc elle était dotée d'un moteur V8. C'est ce qui faisait sa grande distinction, là, en plus des lignes qui avaient été allongées, tout ça. Là. Voilà. La décision de développer le premier V8 de la marque sera prise début 84. Si de loin, on peut croire qu'il s'agit de 2 blocs de Golf GTI accolés, les sauts sont en fait un peu plus compliqués. Parce qu'il est placé en porte-à-faux avant, ce moteur doit être léger et compact afin de ne pas pénaliser le comportement routier. La course et l'alésage sont identiques à celui du 1.8 Volkswagen, mais toute la fonderie est nouvelle, bloc tout aluminium avec un alliage à forte teneur en silicium, ainsi que le système de lubrification avec des brevets à la clé. Résultat, le poids total du moteur est de 215 kg et sa longueur de seulement 41 cm, pari relevé. On retrouve aussi une culasse à 4 soupapes par cylindre avec 2 arbres à cam en tête, une injection Bosch Motronic, dont c'est la première application sur un V8. L'Audi V8 développe 250 chevaux, 240 en Amérique du Nord. Ensuite, il faut revoir le système Quattro afin de pouvoir l'adapter à une boîte automatique absolument indispensable à ce niveau de gamme. Entièrement automatique, il reçoit un embrayage multidisque à pilotage électronique au niveau du différentiel central et un différentiel Torsen dans le pont arrière. En conditions normales, la répartition du couple est de 50-50 entre l'avant et l'arrière. En cas de glissement, jusqu'à 80% du couple peut être envoyé sur un seul essieu. La boîte automatique est une ZF 4HP24A qui comprend 3 modes de fonctionnement, sport, économique ou manuel. Il y avait beaucoup de technologie sur cette voiture-là. Ça paraissait pas nécessairement lorsque tu la regardais initialement parce que tu disais, bon, ça a l'air d'une 5000 allongée, mais il y avait eu énormément de développement technologique. Il y a deux technologies qui retiennent particulièrement l'attention. D'abord, il y a les freins. Audi inaugure un nouveau type de frein à disque, à l'avant uniquement. Ils ont été développés par ATE Thieves et utilisent des étriers non pas placés à l'extérieur du disque, mais à l'intérieur. OK. Ouais. Ce qui permet, à diamètre de jante égal, une surface de contact supérieure de 17%. La technologie est efficace, mais complexe et chère, et elle ne réussira pas à s'imposer. La deuxième technologie qu'on retiendra, c'est le système ProConten, pour Programmed Contraction Tension, qui a été conçu par Audi et inauguré sur les 80 et 90 de 3e génération. Il s'agit d'un ingénieux système de retenue entièrement mécanique. Des câbles en acier inoxydable reliés à la colonne de direction et aux ceintures de sécurité avant sont installés sur un support placé sur la boîte de vitesse. En cas d'impact frontal, l'ensemble moteur-boîte commence à reculer, ce qui met les câbles en tension, tirant le volant vers la planche de bord
et tendant les ceintures. Ce système sera proposé par Audi jusqu'en 1994. Bon, quand est-ce qu'on a présenté officiellement l'Audi V8? Parce qu'elle a été d'abord dévoilée sur le marché européen, là, est arrivée chez nous par la suite. Là. Alors la présentation a lieu au Salon de l'Auto de Paris en octobre 88 pour le millésime 89. La marque avait un temps envisagé de l'appeler 300, mais trop proche de Mercedes, ou Porsche, l'une des 4 compagnies symbolisées dans le logo aux anneaux, mais finalement sans véritable valeur marketing. Et finalement, la marque choisira V8. À ce moment-là, le tout nouveau patron de la marque, notre ami Ferdinand Piëch, prétend pouvoir en écouler 14 000 exemplaires par année, 5 000 en Allemagne, 5 000 en Amérique du Nord et 4 000 pour le reste du monde. Ouais. Voilà. Déjà, la presse subodore que ces objectifs sont extrêmement ambitieux et les ventes nord-américaines débutent au millésime 90. Pour se démarquer de ses concurrentes, Audi mise sur son système Quattro, les autres sont toutes des propulsions, et sur un équipement tout compris. Les Mercedes et BMW sont encore chichement équipés de série, spécialement en Europe où les listes d'options sont interminables. De série, la V8 vient avec une climatisation automatique, des sièges chauffants, le système de son Bose, le régulateur de vitesse, l'ordinateur de bord, la finition en cuir, de la véritable bronze de noyer et de la moquette en laine vierge. Ainsi dotée, elle se positionne plutôt favorablement à ses rivales allemandes sur le marché canadien. 73 800 $ contre 95 400 pour une Mercedes 420 SEL, 71 600 pour une BMW 735 IA. Seule la Lexus LS400 semble faire mieux avec un prix de base de 64 200 pour une version tout équipée. Les essayeurs apprécient la tenue de route et la motricité, le fonctionnement de la boîte automatique, la qualité de finition et l'équipement de haut niveau. Ils regrettent par contre la puissance un peu juste du moteur et un manque de différenciation par rapport au modèle 100-200, une dénomination finalement introduite en Amérique au millésime 89. Fallait savoir de quoi il s'agissait parce qu'honnêtement, tu voyais cette voiture-là passer. OK, c'est une Audi 5000 ou une 200, mais il y a quelque chose d'un peu différent. Ouais. C'est ça. Fait qu'il fallait vraiment que tu ailles l'œil aiguisé pour la distinguer. Bon, c'est une auto qui n'a pas eu énormément d'évolution, mais qui a quand même reçu un moteur plus puissant éventuellement, parce que, comme tu le disais, ça manquait de jus un petit peu initialement. Ça, comme il y a le moteur, mais au départ, l'Audi V8 ne venait qu'avec une boîte automatique et les clients ont demandé une boîte manuelle. Incroyable, hein? Incroyable. Ouais. Leur vœu sera exaucé au millésime 91 avec une boîte 5 rapports disponible sans surcoût. Le système Quattro doit être alors modifié pour recevoir un différentiel central Torsen. Cette boîte ne sera proposée en Amérique qu'une seule année. Partout ailleurs, elle sera remplacée l'année suivante par une version à 6 rapports. Toujours en 92, une variante 4,2 litres du V8 apparaît, celle dont tu parlais. Selon les marchés, elle remplace ou est vendue en parallèle du 3,6 litres. En Amérique, elle le remplace. La puissance monte alors à 280 chevaux, 276 chez nous. Les évolutions sont extrêmement limitées, la plus importante étant l'introduction au millésime 91 d'une version L avec un empattement allongé de 32 cm. Elle sera fabriquée en Autriche chez Steyr-Daimler-Puch à seulement 272 exemplaires, alors que la V8 normale est fabriquée en Allemagne dans l'usine de Neckarsulm. Il reste enfin à signaler qu'Audi engagera avec succès sa V8 en DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme, remportant les titres 90 et 91 avec Hans-Joachim Stock et Frank Biella respectivement. Imagines-tu aujourd'hui avoir une Audi V8 manuelle? Ça doit être assez rare, merci. Même en Europe, là, je pense que c'est incroyable. Bon, évidemment, l'Audi V8, tout le monde l'a oublié. L'objectif de cette voiture-là a-t-il été atteint? Parce que, bon, évidemment, ça a permis à Audi d'élaborer une A8 qui, aujourd'hui, est encore bien installée. Peut-être pas chez nous, mais sur le marché européen, c'est un modèle important. Mais la V8, on l'a oublié. C'est ça, la V8 a été oubliée. Les ambitions d'Audi n'ont pas été réalisées du tout. Les 14 000 exemplaires annuels dont Piëch parlait ça a été 14 000 sur plusieurs années. Été atteint. La commercialisation de l'Audi V8 s'arrêtera à la fin du millésime 94. Elle n'aura su convaincre que 21 565 acheteurs à travers le monde. Sur 4 ans. Sur 4 ans, y compris les versions L. Toute sa carrière, elle souffrira d'une filiation trop proche des 100-200, engendrant un vaste déficit d'image, comme tu l'as dit. Composante pourtant indispensable dans ce segment, la concurrence interne des Audi 100 et 200 de 4e génération et le lancement de réussite de Lexus n'aideront pas. Audi retiendra la leçon pour la 8 en lui offrant un design spécifique et en allant plus loin dans la technologie, notamment avec un châssis tout aluminium exclusif. Mais bon, encore une fois, comme on disait au départ, fallait commencer quelque part. Voilà.
le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Antoine, dans les dernières semaines, tu as voyagé pas mal loin au Japon pour aller visiter Honda et savoir un peu plus sur les plans futurs du constructeur puis qu'est-ce qui se brasse là, dans les usines. Le Japon, ça te magane un gars comme ça, je te le dis. Là. Sérieux. Ça a pris... tu sais, moi, je suis quelqu'un qui dort bien dans la vie, mais là, me resetter, comme on dit en bon français, là, ça a pris quelques jours. Oui, on est allé chez Honda. Bon, évidemment, on a fait un peu de sightseeing, là, nous faire découvrir la culture japonaise, tout ça, mais l'objectif ultime de l'événement, c'était véritablement de nous montrer quelles étaient les intentions d'Honda en matière de futur électrique et en matière de technologie. Parce que, faut comprendre que Honda est un constructeur mondial qui, évidemment, travaille sur différents marchés, très conscient que le marché nord-américain est complètement différent de celui du Japon. Et il y a un truc qui m'a impressionné que je ne savais pas. Il n'y a pas beaucoup d'Honda pilotes là, à Tokyo. Là. Il n'y en a pas partout. En fait. Puis c'est tout ce qui est drôle. C'est tout ce qui est drôle, c'est que un Honda Element, là-bas, est un véhicule considéré comme exotique. Parce que ça avait été développé pour le marché américain, évidemment commercialisé sur le marché américain. Et il y a quelques gens là-bas qui en ont importé et qui trippent, qui capotent sur leur élément. Donc, c'est très, très drôle. Mais... à l'inverse, je me suis retrouvé sur un coin de rue. Bon, évidemment, quand tu es en périphérie des bureaux de recherche et développement de Honda, des usines d'Honda... Il y a des Mercedes autour, c'est ça? Il y a des Honda partout. Et si je te disais que j'étais arrivé sur un feu de circulation où il y avait 3 Honda CRZ, me croirais-tu? C'est quand même incroyable. C'est comme t'acheter un billet de l'auto. Voilà. Mais en vérité, c'est que Honda est un très petit joueur sur le marché japonais. Les parts de marché sont lilliputiennes. On vend beaucoup plus de Suzuki, de Daihatsu, de Nissan sur le marché japonais. De Toyota, évidemment. C'est des marques qui sont très, très, très fortes sur le segment des K-Cars. Pas seulement ça. Et en fait, c'est là où Suzuki est très fort en Asie et on les a perdus ici. Mais c'est parce que eux, c'est vraiment des leaders. Ils ont une image de marque de dingue sur les K-Cars. Mais ce qu'on m'a dit aussi, c'est que Honda au Japon, la perception de la marque, c'est que c'est une marque de motocyclette. C'est vrai que c'est là qu'elle a commencé. Alors, la moto pour Honda est encore extrêmement importante sur les marchés asiatiques et les gens adhèrent un peu moins à l'automobile que chez nous ou que sur d'autres marchés. Fait que j'ai trouvé ça assez particulier. Mais toujours est-il que on nous a amenés là-bas pour d'abord nous parler un peu de la situation actuelle, mais surtout des plans futurs d'Honda. On a présenté en janvier dernier au CES, Consumer Electronics Show, le concept Saloon sur la plateforme Zero Series. Une voiture, évidemment, au look très futuriste, qui ne fait pas l'unanimité. Et on nous dit que cette voiture-là sera commercialisée dès 2027, qu'on la lancera en 2026 sur les marchés mondiaux, devrait arriver chez nous pour 2027. On ne nous a pas promis qu'elle s'appellerait Honda Saloon, mais que les lignes étaient très fidèles à ce qu'on aurait chez nous et que ça serait la première application de la plateforme Zero Series qui sera mise en place à ce moment-là. Et là, il faut que je fasse une parenthèse parce qu'avant que la Saloon arrive, puis là, je dis Saloon, encore une fois, ça se peut que ce soit un autre nom, il y a Acura qui va lancer un VUS 100% électrique. En fait, on en lancera 2 simultanément en 2026-2027 qui seraient les remplaçants techniques des actuels RDX et MDX en tout électrique, parce que le seul véhicule Acura qui sera encore lancé avec un moteur thermique, on va le dévoiler d'ici quelques semaines au Salon de Los Angeles, c'est le ADX, qui lui va dériver de notre HRV, mais qui va utiliser le moteur 1.5 turbo. Sinon, tout le futur d'Acura semble être électrique, mais les premiers véhicules d'Acura n'utiliseront pas la technologie Zero Series, donc vont avoir une technologie électrique plus conventionnelle. Évidemment, ce qu'on veut chez Acura, c'est aller rivaliser avec les Genesis, les Cadillac, qui, eux, se lancent à fond dans l'électrique actuellement. Parce qu'on a développé une relation avec GM au début pour dépendre un peu la plateforme. Là, ça, c'est mort. Honda n'a pas développé... Fait que la technologie que tu nous parles, c'est un entre-deux entre la Zero Series puis
Exactement, puis la GM parce que ça va être là. développé par Honda, mais ça ne sera pas sur la plateforme Zero Series. Okay. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, avant de vous parler de la technologie comme telle, juste vous dire que la Honda Saloon, moi j'ai posé la question, j'ai dit, vous présentez ce véhicule-là comme une grande berline premium, où il y a énormément de technologie sur laquelle je vais revenir, là. Mais je dis, est-ce que ce sera un véhicule vendu chez Acura en Amérique du Nord? Ce qui aurait du sens. Ce qui serait logique. Puis ils ont dit, c'est un nom catégorique, ne me parlez pas d'Acura, c'est Honda qu'on veut mettre de l'avant, c'est le nom Honda qui brille et c'est celui-là qu'on veut mettre en lumière. Acura là, c'est presque... Ça sera votre problème à gérer en Amérique du Nord. C'est vraiment ça. Wow. C'est encourageant. J'ai presque eu l'impression que si Acura devait être lancé aujourd'hui, ça serait question réglée en 30 secondes. Sont pris avec un réseau de concessionnaires nord-américains et ils doivent bien les servir, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on laisse un peu à Honda of North America le problème de gérer ce produit-là. Tu sais qu'Acura a été commercialisé sur le marché de la Chine pendant quelques années, mais on a tiré la plug à la fin de 2023. Donc, c'est de plus en plus une marque isolée avec laquelle on a de la misère à performer. Et la façon de se distinguer pour Acura, ça sera d'arriver avec des véhicules électrifiés le plus rapidement possible parce que, d'abord, il va falloir prendre cette direction-là. Là, on n'aura pas le choix. Mais deuxièmement, c'est la porte de sortie qu'on a trouvée parce qu'actuellement, tu regardes les produits Acura, tout se vend moins qu'avant. C'est pas parce qu'on a des mauvais produits. La TLX, il n'y a plus de demande. Le RDX, de moins en moins compétitif. Le MDX a perdu beaucoup de son plumage, là, si je pourrais dire. Alors, si je peux dire, pardon. Ouais, alors, c'est... on rivalise beaucoup moins. Là, on a de la misère là, à sortir la tête hors de l'eau. On n'est pas dans une situation comme celle d'Infinity, là, heureusement. Mais quand on se compare, on se console. Ouais, c'est ça. Mais disons que la marque a déjà été plus lumineuse et on n'est certainement pas dans la position de Lexus, là, qui est une marque mondiale. Ouais. Alors ça, c'est complètement autre chose. Donc, je reviens à la Honda Saloon qui sera vendue chez Honda, qui sera une berline de grand luxe, avec laquelle on n'aura pas énormément d'objectifs de vente, là, parce que ça sera un halo car. Mais moi, j'ai levé la main, j'ai dit, est-ce que vous allez considérer votre Honda Saloon comme l'équivalent d'une Volkswagen Phaeton? Et on m'a dit carrément oui. Ouais. Alors... C'est une drôle de comparaison. Est-ce que c'est une prémonition de ta part? Oui, c'est ça que, mais moi, j'ai fait... C'est très inquiétant, ça. En fait, c'est que... Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça que tu te demandes, là, sérieusement. En fait, qu'on me réponde oui, j'ai fait OK. Je pense pas qu'on me réponde oui en disant on considère que la Phaeton a été un succès commercial. Je pense que c'est l'image du Halo Car. C'est l'image de dire on prend un véhicule puis on démontre avec ce produit-là ce que Honda est capable de faire. Est-ce qu'on a des objectifs de vente avec ça? Je pense pas. Parce que la vérité, c'est que la plateforme Zero Series va être appliquée à des petits VUS, à un paquet d'autres produits dans le futur. C'est le lancement de la plateforme avec quelque chose qui est attrayant, différent. Si on lance une nouvelle plateforme avec un utilitaire qui se fond avec toutes les autres, ça fait pas le même statement. Fait que je pense que ça va être... Là-dessus, je pense que c'est une très bonne chose. C'est logique. Quand on écoute, comparé à Phaeton, OK, oui, là, mais... mais qu'on me réponde oui. Mais le plan, il est bon, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut rappeler que la technologie électrique est facilement mettable en échelle. C'est-à-dire qu'on peut... Une fois que tu as développé une architecture, une structure comme Ultium, c'est juste des briques que tu additionnes. C'est ça, exactement. Moi, c'est beaucoup plus facile de le faire que quand tu as développé un W12 ou un truc comme ça. Et j'ai posé la question, à quoi vous comparez, comment vous la positionnez, votre Honda Saloon? Est-ce que, par exemple, c'est un produit que vous compareriez à une Tesla Model S ou à ce genre? Puis évidemment, la réponse a été, on n'a pas de véritable concurrent direct, mais on vous laisse imaginer. Donc, c'était toujours des réponses très évasives. Par contre, ce qu'on nous a montré comme technologie, ça, c'est quand même convaincant. Il y a 3 grands objectifs avec cette plateforme-là. Un objectif de légèreté, de poussée technologique en matière de légèreté. C'est une voiture dont la plateforme est très basse au niveau du sol. L'épaisseur de la batterie est vraiment impressionnante. C'est très, très mince au niveau de l'épaisseur de la batterie. On ne nous a pas donné
de détails sur la taille de la batterie. Par exemple, 70 kWh. On ne sait pas ça. On n'a pas la réponse. C'est normal. Mais on nous a dit qu'avec cette batterie-là, on serait capable de faire minimalement 300 000 d'autonomie. Donc, c'est 480 km. Ouais. Et il y a une modularité au niveau des moteurs. C'est-à-dire que tu peux avoir au maximum 2 moteurs de 180 kW chacun sur chacun des essieux. Tu pourrais avoir un véhicule propulsé avec un moteur de 180 kW, un moteur de 130 kW à l'avant. Alors, il y a différentes applications, mais dans ce qui aurait de plus performant, c'est 2 moteurs de 180 kW qu'on place pour avoir 4 roues motrices avec des vecteurs de couple, mais c'est des moteurs super compacts et super légers, avec une batterie qui est très près du sol, avec une plateforme, évidemment, qui est beaucoup plus légère, qui a des zones d'absorption et de sécurité en cas d'impact latéral pour protéger la batterie. Et le truc que j'ai aimé, c'est qu'on m'a dit, il n'y a aucun entretien de prévu sur cette batterie-là pendant 10 ans. Ce qui veut dire que tu n'auras pas à remplacer de liquide de refroidissement. Tu n'auras pas à faire d'entretien spécifique comme on doit le faire actuellement sur des Hyundai, que ça coûte une fortune, ou sur des Tesla. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Wow. La garantie sur cette batterie serait de 8 ans, mais c'est sans entretien pour une période de 10 ans. Okay. Alors ça, pour moi, c'est une belle avancée parce que le fait qu'on réduise les coûts d'entretien d'un véhicule électrique, ça, c'est très convaincant. Après ça, bon, évidemment, c'est tout ce qui s'appelle aérodynamisme pour que la voiture ait une autonomie maximum. Et on a parlé beaucoup de réduction de poids. Et avant que j'arrive au 3e point, il faut que je vous dise qu'on a pu mettre à l'essai de façon très brève, la plateforme Zero Series, sur laquelle, soit dit en passant, on installe une suspension pneumatique adaptative aux 4 coins. Donc, ça permet à la voiture de toujours avoir une belle stabilité. C'est géré électroniquement. Et donc, il n'y a pas de roulis, là. Puis, pas besoin de te dire qu'avec un véhicule électrique, déjà, le roulis, le fait que le centre de gravité soit au bas. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais là, on a greffé une carrosserie d'Honda Accord un peu endimanchée sur cette plateforme-là. On l'a aussi fait avec un CR-V. Puis là, on nous lançait sur un circuit avec ça. J'ai eu le sentiment de conduire une voiture extrêmement légère pour une électrique. Ça me rappelait un peu une BMW i4 en termes de dynamique, mais encore plus léger. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis évidemment que là, tu as 2 moteurs de 180 kW, mais est-ce qu'on les a programmés pour que ça produise un maximum de 480 chevaux? Je ne pense pas. Ça avait beaucoup de puissance, mais bon, j'ai pas calculé de test de 0-100 puis de trucs comme ça. Juste au feeling, je peux te dire que le fait que tu as des suspensions pneumatiques, un châssis très solide, très près du sol, très léger, tout ça, ça changeait complètement l'expérience de conduite par rapport à ce qu'on connaît en ce moment. Puis, j'ai pas conduit le pseudo CR-V, mais ceux qui l'ont fait m'ont dit que c'est exactement la même chose. Donc là, l'application est vraiment géniale. Fait que ça augure bien pour ça. Et ce qu'ils nous ont présenté après ça, c'est un festival de technologie du genre... on va placer des caméras extérieures sur le véhicule. Tu vas être en approche de ton véhicule. On va détecter la personne via l'appareil mobile. On va savoir que tu as un bébé entre les mains puis que tu as un carrosse ou que tu as un sac d'épicerie. Et les portières vont s'ouvrir automatiquement en fonction de ce que tu as entre les mains. Si tu as un bébé avec toi, on va ouvrir la portière arrière avant que tu arrives à ta voiture pour que tu puisses l'installer automatiquement. Les portes vont se refaire. Tu sais, c'était de l'automatisation. Après ça, tu t'assois à bord du véhicule. Le véhicule part de lui-même. Tu as programmé ta destination. Ça se conduit tout seul. Tu reçois un appel. Tu peux accueillir virtuellement une personne qui est au bout du fil. Donc, elle pourrait littéralement être assise à côté de toi et tu discutes avec la personne comme si elle était physiquement à côté de toi alors qu'elle est au bout du fil. Tu sais, il y a énormément... Avec des casques virtuels, on a fait des essais, là. C'était quand même quelque chose parce que je me suis retrouvé à bord d'une voiture en mouvement avec un ingénieur d'Honda qui était à 100 km de là et je visitais la ville assis dans la voiture en même temps que lui pendant que j'avais une discussion. Alors que c'est des technologies qui se peuvent. Après ça, est-ce qu'on veut ça? Ça, c'est l'autre question. Mais
Look at my face. Ouais. dis le gars qui a un Mercury marqué des années 70. Il y a des questions de distraction là-dedans aussi. C'est ça. Honda parle de peut-être réduire les distractions, si je ne me trompe pas, à cause qu'il y a une personne virtuelle à côté de toi et tu n'as pas besoin de parler à ton système d'infodivertissement. Mais là, c'est tout à l'envers. Là. Moi, ce que j'ai retenu de ça, si je peux résumer, c'est la légèreté et l'efficacité, le rendement énergétique. On s'en tient à la conduite. Le boulet d'un véhicule électrique, l'ennemi d'un véhicule électrique, c'est le poids et l'entretien. Et là, on s'est organisé pour que les véhicules soient plus efficaces, plus légers et plus faciles à entretenir. Ça, je pense que ça va être winner, évidemment, si on tient promesse, là, parce que là, on parle de véhicules concept. Et je veux terminer en parlant d'Acura brièvement, parce que, on va arriver dès 2026 avec un premier VUS électrifié, un deuxième qui va être commercialisé en 2027, qui remplacerait le MDX techniquement. Mais on risque de continuer à commercialiser les modèles à moteur thermique pendant quelques années en se dirigeant en faisant la transition vers l'électrique. Sauf que ce que les gens d'Honda Acura nous ont dit pour le marché nord-américain, c'est on s'attend à ce que d'ici 2-3 ans, ce soit le consommateur qui dirige les constructeurs vers ce quoi ils veulent conduire. Parce qu'actuellement, c'est les gouvernements qui décident tout, mais avec le retrait des subventions et avec l'insistance de la population, à un moment donné, il y a un choix naturel qui va se faire. Puis c'est à ce moment-là qu'on va savoir vraiment vers quoi on se dirige. Parce qu'actuellement, on est sur les freins, on regarde les choses aller. On a décidé de pousser l'électrification dans Acura. Il y en aura un peu du côté de chez Honda, mais de façon beaucoup plus au ralenti. Parce qu'on va continuer de pousser l'hybride. On n'a pas parlé d'hybride rechargeable, pas du tout en passant. Hein. Fait qu'on semble... Ça, c'est peut-être une erreur. On semble... en tout cas, du moins pour le marché nord-américain. Est-ce qu'on va l'avoir sur les marchés européens, asiatiques? Certainement plus, parce qu'il y a déjà des véhicules hybrides rechargeables sur ces marchés-là. Mais... Et j'ai posé aussi la question, tous les véhicules que vous avez amenés à faible diffusion sur nos marchés, là, la Clarity, l'Insight, pourquoi vous avez amené ça sur notre marché si vous perdiez de l'argent à chaque unité? L'objectif, c'était juste de la recherche et du développement. On voulait faire de la recherche, on voulait mettre ça sur les routes en Amérique du Nord pour recueillir des données. Alors, tu sais, aujourd'hui, dans des véhicules qui sont quasiment entièrement autonomes, on sait qu'on collecte énormément de données. Ouais. On était déjà capable d'en faire avec des véhicules qui n'avaient pas énormément de technologie. Alors, imagine aujourd'hui comment on est en mesure de le faire. Ah non, regarde, ça, c'est complètement fou. Là. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Oui, Philippe, lorsqu'on se rend chez Tesla sur la rive sud de Montréal, il y a encore un Cybertruck qui circule pour recueillir des données, qui est un véhicule prototype. Alors qu'aux États-Unis, ça roule depuis déjà près d'un an, les Cybertrucks. Il y en a partout. On les a personnalisés, on les a repeints ou wrappés. Il y a plusieurs cas de figure. On les a utilisés dans des publicités. Trump a fièrement posé à côté d'un Cybertruck. Et toi, tu t'es dit, ben là, je suis tanné d'attendre. Alors, on va aller aux États-Unis, puis on va aller l'essayer. Et tu reviens justement d'avoir fait l'essai de ce véhicule qui est probablement beaucoup plus beau lorsque tu es assis dedans que quand tu le regardes de dehors. Écoute, un look super polarisant pour le Cybertruck. Dès qu'on l'a vu en 2019, c'est un stunt, là. C'est ça. Moi, je pensais jamais que ça allait arriver, ce projet-là, honnêtement. Quand j'ai vu qu'Elon Musk donnait des coups de massue sur les panneaux en acier inoxydable, puis lançait des balles de baseball dans les glaces. Tu ris, mais quand il donnait des coups de massue sur les panneaux, c'est là qu'il devenait plus beau. Ah, ben... c'est ça. Le Cybertruck, on va le dire, le prototype, après le véhicule de production qui est arrivé, ça se ressemble pas mal. Il n'y a pas grand-chose qui est arrivé. Puis ça, on le doit un peu à la composition en acier inoxydable. Il n'y a pas 45 façons de le faire parce que c'est pas façonnable comme matériel. Contrairement à la tôle ou le fiberglass que nous autres, on utilise dans nos véhicules. C'est un matériau qui donne pas beaucoup de choix, des contraintes physiques, oui, de la robustesse, mais également, quand tu penses un impact, par exemple, dans un accident, il va beaucoup moins absorber les chocs. Il va avoir tendance à garder son intégrité comparativement à la tôle. Donc, le choc va être transféré dans les occupants ou les occupants des autres véhicules. C'est toutes des caractéristiques qui vont au-delà, je pense, de la silhouette angulaire là, du camion. Puis tu me parles de ça...
moi, ce qui me fait capoter, c'est que quand je regarde un Cybertruck avec les ailes qui sont très tranchantes, il n'y a pas de finition. Tu sais, un impact avec un corps humain, là, ce véhicule-là, comment on a pu homologuer ça? Les normes d'impact piéton en Amérique du Nord sont assez libérales, on va dire. Ouais. En Europe, il y a à peu près... c'est impossible. Il y a à peu près aucune chance que le Cybertruck soit jamais vendu là-bas. Je comprends même pas qu'on puisse commercialiser ça chez nous. Écoute, on a interdit il y a quelques années les ornements de capot parce qu'on dit que ça peut blesser un être humain. Attends un peu, là. Moi, j'aime bien mieux composer avec le contre-coup d'une étoile Mercedes sur un capot qu'avec une aile de Cybertruck. Là. Au moins, tu meurs avec de la classe. Oui, c'est ça. C'est ça. Même voyons, je cherche le terme, là, mais le RAM, là, le bélier qu'on retrouve sur le capot là, d'un camion, j'aime mieux ça qu'une aile. qu'un panneau en acier inoxydable. Écoute, il y a d'autres contraintes aussi avec l'acier inoxydable. Il y a des différents grades d'acier inoxydable. Puis ces grades-là ne veulent pas dire pas de rouille jamais. Hein? On a vu certaines instances parce que le véhicule corrode, contaminé, etc. Je pense que le climat québécois va garder quelques surprises pour le Cybertruck parce qu'il y a beaucoup de panel gap, d'endroits où est-ce que la corrosion, le sel, bien assaisonner nos routes avec du sel, va s'infiltrer puis peut-être causer des problèmes. Je dis pas la première année, mais peut-être à la longue, ça va devenir un problème. Très hâte de voir l'essuie-glace de 4 pieds qu'on pose avec la glace. Oui, avec la glace aussi, on a de la misère à le lever. Là. C'est toute une autre affaire. Écoute, côté technologie puis performance, c'est indéniable. Hein? Chez Tesla, on a passé maître dans l'art de fabriquer des groupes motopropulseurs qui sont efficaces, on en parlait tantôt, mais également très performants. Hein? Le Cybertruck Foundation que je conduisais avait 2 moteurs, 600 chevaux, 512 km d'autonomie. Beaucoup de technologie. On parle des roues directionnelles en arrière qui étaient initialement de 3 degrés pour un véhicule de cet empattement-là. Le monde se plaignait. On a eu une mise à jour infonuagique qui est arrivée puis qui a augmenté l'angle de 10 degrés en arrière. Puis je peux te dire que jusqu'à 10 degrés, un peu comme le GMC Hummer EV A pour le crab walk, etc. Je peux te dire que j'ai conduit le Cybertruck en ville à San Diego. Puis naviguer, ça demandait quasiment un petit peu d'adaptation parce que le cutter arrivait assez vite avec l'angle. Donc, c'était la chaîne de rotatoire, excusez-moi. Et puis, c'est naviguer à basse vitesse, c'est impressionnant parce que la visibilité dans le Cybertruck, elle est pas bonne, elle est nulle. J'imagine. Malgré toutes les glaces qui entourent le véhicule. Ici, 2 piliers en arrière, il y a un rétroviseur en haut, je ne sais même pas quoi que ça, il y a tout le temps noir. À l'avant, il n'y a pas... C'est ça le problème, on revient encore à la glace, là. Déjà, ta caméra va être... Il n'y a pas de rétrovision à l'arrière. Tu n'as pas de glace, spécialement quand ton truc est monté. Quand il y a le couvre-caisse. Comment tu vas faire pour voir derrière toi? C'est ça. Ben là, c'est le système de caméra qui rentre en ligne. Elle va être obstruée en permanence, cette caméra-là. Il y a aussi ça, mais en Californie, c'était bien. C'était quand même un bon système. En Californie. Par le temps que j'ai fini mon essai à San Diego, puis je prenais l'avion, il y avait un rappel sur le système de caméra, qu'il y avait un délai de projection des images. Donc, c'est sûr que ça empiète un peu sur la visibilité, etc. Je trouve que c'est une camionnette qui est... Tu sais, c'est pour le show un peu. Là. Oui, il y a beaucoup de fonctionnalités en route. Il y a une application pour patauger dans 32 pouces d'eau. La batterie va se pressuriser pour être plus étanche. Le système de ventilation va aller en boucle fermée. Bon, il y a toutes sortes d'affaires que je n'ai pas testées parce que le véhicule ne m'appartenait pas, donc je ne vais pas vraiment l'amener ailleurs. Il faut souligner que tu l'as loué sur Turo. Sur Turo, oui, exactement. Au début, j'ai loué un premier véhicule. Le véhicule est tombé en panne quand j'étais dans l'avion vers San Diego. Mais Turo a été super vite à me trouver un autre Cybertruck parce que c'était facile. T'es en Californie, il y en a d'autres. Fait que quand je t'atterris, on disait on a un autre pour toi, va le chercher demain matin, etc. Puis il était de la même couleur. Oui, exactement. Non, mais il y en avait des oranges, il y en avait des rouges, il y en avait, je disais, regarde, j'aimerais avoir la couleur de série, s'il vous plaît, sur mon Cybertruck. Mais l'expérience a été... C'est la façon, si tu veux, essayer un Cybertruck à long terme, parce qu'un centre Tesla va peut-être te laisser essayer, mais si tu veux l'avoir 2-3 jours avec Turo, ça vaut la peine. Puis au Québec, je pense que ça va arriver. Il y a des gens qui vont être assez téméraires pour le laisser en location. J'ai 2 questions pour toi. Ouais. Parce que, évidemment, on rigole du look, puis
Mais il en demeure pas moins que quand tu regardes le rendement énergétique de ce camion-là par rapport à un Lightning, par rapport à un Donny Silverado EV qui pèse 9000 livres ou à peu près, c'est quand même fantastique. Là. Tu parles même du si poids. Tu compares avec un Rivian. Là. Ben oui, tu parles du poids, 6600 livres. Je trouve qu'on a fait une bonne job là, pour garder le lourd, poids. Là, c'est lourd, pesant. mais un X90, ça pèse plus que ça. Là, c'est très pesant. Puis la consommation, au terme de mon essai, 22 kWh au 100 km. C'est incroyable. Là. C'est très bon comparativement. Si on prend une Tesla Model 3, c'est 16 kWh au 100 km. MX-30, c'était 22. Là, donc, c'est encore un bon argument pour le système de batterie, le système, le groupe motopropulseur, puis cet aérodynamisme-là qui est là ou pas, on le sait pas, hein, en soufflerie, qu'est-ce que ça a l'air d'un Cybertruck. Peut-être qu'on a fait des trucs de passe-passe qui l'ont avantagé. Mais encore là, c'est ça. Très polarisant. J'ai parlé de ce véhicule-là hier à Salut Bonjour, à Zappa, etc. Puis dans la nuit, je recevais du courrier haineux de gens qui disent tu encourages Elon Musk, tu encourages le Parti républicain. On me dit à l'oreille que c'était des courriels honte. de vendeurs Ford. Écoute, non, mais tu sais, je veux dire, si j'arrêtais de parler des véhicules fabriqués par des constructeurs qui encouragent un parti comme le Parti républicain, par exemple, je serais plus dans cette chaise-là. On fait de l'automobile, on fait pas de la politique. Je pense qu'ils font tout. Je travaille dans l'automobile. Ma job, c'est d'essayer tous les véhicules qui sont sur la route et j'ai essayé ce véhicule-là pour l'inclure. Une dernière question, et ça m'intrigue. Mettons que tu veux changer les pneus, là. Oui. Tu fais quoi? Parce qu'ils ont une forme particulière. Ben là, c'est intéressant parce que y a un set de tires d'hiver qui est arrivé sur le site de Tesla parce que les propriétaires qui vont prendre livraison de leur véhicule en novembre vont devoir le chausser légalement. Ça doit venir avec des jantes qui sont différentes. Des jantes de Tesla. Tu sais, c'est des Goodyear Duratrac. Puis l'ensemble est 4125 $ pour les roues et les pneus. Donc, je pense qu'on a pensé à ça. C'est sûr que l'autonomie ne sera pas la même en hiver. Hein, 512 km, on va en perdre parce qu'il y aura pas tout le même type de pneus puis l'espèce de... Peut-être qu'on est capable de mettre le hubcap en plastique du véhicule, je ne sais pas. Là, on n'a pas vu les pneus encore. Mais il y a quand même une particularité dans le moulage des pneus de série. Oui, sur le côté, sur les flancs. Mais les Duratrac n'ont pas la même forme. Fait que peut-être que... Donc, il y a bien des gens qui vont se tourner vers les roues secondaires puis qui vont tout simplement utiliser ça va être plus économique là, parce que sinon ça n'a aucun sens. Oui, peut-être que c'est ça. Donc on parle de prix vite 137 900 $, sans les frais et 140 580 $, je pense, ou 864 $, excuse-moi, pour le Cybertruck édition Foundation qui est sur le site en ce moment. Puis juste un peu plus cher qu'un Silverado EV First Edition. Là. C'était essentiellement ça. Là. C'était supposé d'être moins cher. Au lancement, on parlait de 60 000 $, je pense. 60 000 US. 60 000 US, c'est ça. C'est ça. C'est ce que coûte un Colorado aujourd'hui, finalement. Enfin, bref. Merci, Louis-Philippe. Merci. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.